Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour, très bien, pas de problème. Bientôt en vacances, donc demain, après C'est votre sympa, conférence, je pars en vacances demain. Donc ah tout bah va bien. super, c'est la bonne période, on vous a eu au bon moment du coup. Je pense, oui. C'est ça, c'est Je ça. pense. Salut Kevin, Salut, tu vas bien? bonjour Michel, salut Étienne, salut à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, donc on va commencer à avoir pas mal de personnes qui arrivent et qui nous rejoignent. On est donc en compagnie de Michel Rabla, qui dernièrement était donc scout, donc recruteur. Hein. Donc scout, c'est le terme anglais pour recruteur au sein du club anglais d'Everton. Et donc, il nous fait le plaisir de se rendre disponible avec nous aujourd'hui pour partager son expérience, qui ne date pas d'hier, hein, Michel, où vous pourrez nous l'évoquer. Vous avez une longue carrière dans le milieu du recrutement avec Très, très, très longue carrière. Ouais, c'est ça, riche en compétences, riche en anecdotes, je suppose aussi. Donc, Oui, bien sûr. l'idée, c'est qu'on puisse partager tout ça avec toutes les personnes qui sont sur la conférence aujourd'hui. Je suppose qu'on a des personnes, et je vois des noms qui me parlent ici, hein, des personnes qui sont déjà au sein de notre programme de formation chez Formation Football pour le scouting, des personnes qui potentiellement ne nous connaissent pas. Bienvenue à tout le monde, enchanté. Donc, cette conférence aujourd'hui est mise en place donc, par l'organisme Formation Football. Et l'objectif, ça va être d'échanger autour de la thématique très globale du scouting, en retraçant finalement au fur et à mesure du temps le parcours de Michel Rabla, donc encore une fois scout aujourd'hui à Everton, à travers de certaines anecdotes, de différentes analyses qu'il a pu faire de tout ce qu'il a fait durant sa carrière. On va lancer, je ne sais pas ce que tu en penses Kevin, peut-être commencer par Michel qui puisse se présenter justement, qui nous retrace un petit peu son parcours. Déjà, je vous dis bonjour à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et c'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec des jeunes futurs scouts dans des petits ou grands clubs du monde du football. Écoutez, pour me présenter, c'est simple. J'ai 70 ans, donc le 31 juillet. Donc, je suis plutôt à la fin de ma carrière qu'au début, ça c'est sûr. Au niveau de mes études générales, j'ai un bac philo. Et par contre, au niveau du foot, j'ai le DEPF. Donc, je pourrais entraîner en première, en deuxième division française sans problème. Okay. Donc, en fait, j'ai deux périodes dans ma vie de professionnel. Avant 95, 1995, ça remonte déjà à pas mal de temps. J'étais entraîneur de club CFA sur la région parisienne. Avec 95, année de naissance de Kevin, et moi je suis né l'année d'après. Ben voilà. C'est là. C'est là. Donc voilà. Donc j'entraînais des clubs niveau CFA sur la région parisienne et j'étais responsable d'un service informatique dans une grande banque française. Ok, d'accord. Voilà. En 95, j'en ai eu marre de la banque et j'en ai eu marre du football amateur. Marre du football amateur parce que entraîner le soir après avoir eu sa journée de boulot, 4 soirs par semaine, faire beaucoup de social, donc prendre beaucoup de temps, c'est rentrer à 1h du matin tous les soirs et le matin, il faut repartir bosser à la banque. Et, voilà. Donc j'en ai eu marre des deux et j'ai décidé d'envoyer mon CV à tous les clubs adjoints. Alors, des petits soucis de connexion avec Michel, en espérant que ça revienne. Coupure. Ouais, il y a eu une coupure, c'est bon, on vous a retrouvé. On vous a récupéré. Bon. C'est bon. Ouais. On vous a récupéré. Donc, j'ai décidé d'envoyer mes CV à tous les clubs français de Ligue 1, Ligue 2 pour un poste d'adjoint, entraîneur, et pas du tout comme recruteur. Okay. C'était pas du tout mon objectif au départ. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui s'appelle Pierre Drossi, qui est bien connu dans le monde du foot, qui m'a mis un peu le doigt dans l'engrenage et qui m'a demandé si je voulais venir être entraîneur adjoint au LOSC. Okay. On avait passé une partie de nos diplômes ensemble, donc on se connaissait déjà. Il connaissait mon parcours, je connaissais le sien. Et lui était en train de reprendre le club de Lille, qui était à l'époque en Ligue 2 et qui allait très très mal et financièrement, puisqu'à l'époque, une anecdote, il fallait remplir un formulaire si on voulait, un stylo et un cahier pour écrire. Quoi. Ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Donc j'étais entraîneur adjoint 5 saisons au LOSC. Et au bout de la 3e année, il n'y avait personne qui s'occupait du recrutement. Donc Pierre aussi m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper du recrutement. J'ai réfléchi une quinzaine de jours. Je me suis retrouvé responsable du recrutement des pros à Lille sans
sans l'avoir demandé, quoi. C'est une nouvelle orientation. Et j'avoue franchement que le fait d'avoir Vahid Halilhodžić comme coach, avec qui je ne m'entendais pas du tout, parce que pour moi c'est un caractériel et c'est impossible de fonctionner avec lui, j'ai préféré bifurquer sur le recrutement et avoir moins à faire à lui et plus à perdre aussi qu'à lui. Et alors à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de cellule de recrutement. Il y avait personne. En 95, quand je suis arrivé, il y avait personne. Il y avait pour les jeunes, il y avait une cellule pour les jeunes, mais comme il n'y avait pas d'argent du tout au LOSC, il n'y avait pas du tout de cellule de recrutement. Ça se passait comme ça dans les autres clubs français aussi, ou c'était déjà? Oui, il y avait très peu de clubs qui avaient déjà des gens qui tournaient. En fait, tout se faisait au niveau rapport entre les entraîneurs, les directeurs sportifs, quand il y en avait, et souvent les agents. Ok, d'accord. Donc, à la suite de 5 saisons, le LOSC joue un match de championnat contre le PSG et à l'ancien stade du LOSC qui était Grimont-Près-Jaurès. Le match est arrêté pour un orage incroyable. Le match est arrêté. Reporté 15 jours après. Entre-temps, l'entraîneur du PSG, Philippe Bergerot, est mis sur la touche et est remplacé par Luis Fernandez. Donc on rejoue le match un mois ou 2 mois après, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop. Et avec le LOSC, on gagne 2-0 contre le PSG. Et Luis, à la fin du match, était très très énervé, dans les couloirs des vestiaires, très très énervé, en disant « Moi je ne comprends pas, nous on paye des joueurs des fortunes, on leur donne des salaires de fortune, et au LOSC, il y a un attaquant qui nous met 2 buts et personne ne le connaît en France. Donc c'est incroyable. » Donc, entre parenthèses, le joueur s'appelait Mile Sterjovski, que j'avais fait venir d'Australie. Et lui, je dis, mais qui c'est qui s'occupe du recrutement au LOSC? Et un agent qui était dans les couloirs vestiaires lui dit, c'est un Parisien. Et lui, il se dit, mais comment il s'appelle? Tu peux m'avoir ses coordonnées, quoi que ce soit. Et donc, l'agent lui donne mon nom, mes coordonnées. 48 heures après, Louis m'appelait pour me proposer de m'occuper du recrutement au PSG. Donc, étant en fin de contrat avec le LOSC, ayant de gros problèmes avec Vahid Halilhodžić, même si j'étais plus directement avec lui, étant parisien, et les 2 présidents qui étaient Graille et Dayan à l'époque m'ont dit, Michel, n'hésite pas. C'est ta ville, Paris, tu es né à Paris, le PSG, tu peux pas refuser, quoi. Donc je suis parti au PSG après ces 5 saisons au LOSC, et j'ai travaillé 2 saisons au PSG, le temps de pouvoir faire des joueurs comme Gabi Heinze, Mauricio Pochettino, parce qu'en fait, avec Luis, on allait souvent en Espagne pour voir des matchs du football espagnol. Donc, tous les dimanches matins, on prenait l'avion tous les 2 et on allait voir des matchs à l'époque en Espagne assez souvent. Et donc là, c'est le même principe. Quand vous arrivez au PSG, il n'y a rien qui est construit. J'avais déjà 2 personnes dans une cellule de recrutement qui s'appelait Eric Pécou, l'ancien joueur, et Jean-Claude Médot, je crois, quelques personnes ne connaissaient vraiment, mais qui s'occupaient, eux, d'aller recruter les joueurs pour le PSG. Les 2 personnes. Donc à ce moment-là, j'ai fait venir Hugo Léal, Fiorez, Pochettino, Cristobal, Letizy, Arteta et Peter Luxin. Donc c'est les joueurs que pendant les 2 saisons que j'ai recrutés, que j'ai fait venir, avec évidemment le consentement de Luis et de la direction du PSG, mais c'est les joueurs que j'ai fait signer pendant ces 2 saisons-là. Au bout de ces 2 saisons-là, Luis s'est fait dégager. Allô? Vous êtes toujours avec nous? C'est bon. On ne vous avait pas perdu. D'accord. Donc, à la suite de ces 2 saisons-là, Luis se fait dégager et moi, j'étais en fin de contrat. Et encore un coup de chance, ce que j'ai eu souvent dans ma carrière, je trouve, Pierre Draossi s'en va au Stade Rennais, de Lille au Stade Rennais, pour prendre la direction sportive. Donc, lui me propose de devenir responsable du recrutement des pros. Donc, je vais à Rennes avec Pierre. Et durant le temps que j'étais au Stade Rennais, j'ai fait signer Sech, le gardien, Lamine Diatta, Kallström, Piquion et Batles. C'est les 5 gros joueurs. Alors, je ne donne pas à chaque fois tous les joueurs parce qu'il y en a qui ne sont pas connus du tout et donc ça n'intéressera personne, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Voilà. Après cette saison au Stade Rennais, j'avais envie de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire que d'être responsable du recrutement
peu frustrant. Petite coupure Petite encore. coupure à nouveau, ouais, malheureusement. Donc, on vous a perdu un instant, Michel. On vous a récupéré, c'est bon. donc être responsable du recrutement, mais pas directeur sportif, c'est un peu frustrant. Parce qu'en fait, on ne décide pas. On fait des propositions, mais on ne décide pas. Donc, je choisis, avec le consentement de Pierre Rossi, d'envoyer des candidatures à des clubs pour être directeur sportif. En France, Et toujours? comme j'étais pas ancien. Comment? C'était toujours en France à ce moment-là? On doit récupérer. Petit souci. Désolé hein, pour tous ceux qui nous On est suivent. coupé. Ouais, je crois qu'on vous a récupéré. Je vais un peu vite. Mince. On va attendre quelques secondes. C'est pas trop grave. Ah, on vous entend? Oui. Ouais, c'est bon, on vous a retrouvé, ça y est. C'est pénible, c'est pénible pour tout le monde. C'est pénible pour tout le monde. Donc, quand j'avais pas de nom, je n'avais pas été professionnel. Donc, pour être directeur sportif en Ligue 1, je savais que j'avais aucune chance. Donc, j'ai lancé la balle à certains clubs de Ligue 2 et Amiens s'est montré intéressé. Donc, j'ai été nommé directeur sportif et là, j'ai décidé du choix d'entraîneur, le choix des joueurs, du staff, même du staff médical. Là, vous gérez vraiment une vraie responsabilité. Ouais. Voilà. Okay. La seule personne à qui vous avez à rendre des comptes, c'est le président. Le restant, voilà. Donc, 2 ans à Amiens. J'ai pu prendre Abriel, Boutoil, Camara, Bakel Traoré, Nzonzi. Donc, voilà, c'est des joueurs que j'ai pu recruter. Ensuite, au bout de 2 saisons, Grenoble a été acheté par des Japonais. Et leur référence aux Japonais, c'était Philippe Troussier, qui était à l'époque sélectionneur national de l'équipe du Japon. Et j'ai joué 10 saisons avec Philippe, de nos 8 ans à 18 ans. On a joué 10 saisons ensemble. Et il leur a proposé mes services. D'accord. Donc j'étais à Tokyo, j'ai rencontré les nouveaux propriétaires de Grenoble. Et ça s'est fait comme ça, j'ai été embauché à Grenoble. Okay. Donc là, j'ai pu recruter des joueurs comme Grégory Vimbé, que j'avais eu à Lille, Mathéus Vivian, un Brésilien, que j'avais eu au Brésil, Nassim Akour, qui était un buteur de Ligue 2 à l'époque, Pierre Morgan, qui était un inconnu à l'époque, qui jouait à Châtellerault, Franck Jalgedje, qui était au PSG, Cyril Chapuis, qui était à Marseille, Ousmane Sarr, qui était à Saint-Etienne, et Fegouli, qui était un jeune de la région parisienne, qui joue au Resta, et que j'avais pu récupérer de cette manière-là. Donc là, on fait une saison 4e, et la deuxième saison, on monte, et la 3e saison, les propriétaires japonais déposent le bilan, et le club coule complètement. Ensuite, je reviens à Amiens. Le président, en décembre, le club d'Amiens était 18e au classement, en Ligue 2, et ça allait vraiment s'installer au club, donc c'est un petit peu embêtant cette problématique de connexion. Surtout pour les auditeurs, c'est pénible. Ouais, c'est bon, vous êtes revenu. C'est pénible quand même, c'est pénible. Donc je reviens à Amiens une saison. Le club était 18e quand je suis arrivé. J'ai pris 2 joueurs, Fabrice Fliorez et Karl Touraine. Et on a fini 4e du championnat et demi-finaliste de la Coupe de France contre PSG qu'on a perdu au Stade de la Licorne 1-0. Et ensuite, j'en ai eu assez du football français. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. Après, vous partez à l'étranger, c'est ça? Après, je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai été mis en contact par un agent avec le propriétaire de 3 clubs. Le propriétaire, c'était M. Gino Pozzo, qui avait à l'époque Granada en Espagne comme club, Udinese en Italie et Watford en Angleterre. Il fallait savoir, et on a... Désolé pour toutes ces problématiques techniques. On est coupé souvent. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Vous êtes revenu, on a une micro-coupure. C'est bon, vous êtes de retour. Donc, je vous disais, les clubs, c'était Granada, Udinese et Watford. Donc là, je me retrouve responsable du recrutement.
sur tout le territoire français, plus un pays sud-américain, la Colombie. Pour le groupe ou pour un club? Groupe. Voilà. Donc là, on était 8 scouts. On avait un territoire en Europe, plus un pays d'Amérique du Sud. Mais on travaillait pour les 3 clubs. On travaillait en fait pour un propriétaire qui avait 3 clubs. D'accord. Donc quand j'étais les principaux joueurs que j'ai recrutés là-bas, c'est Mehdi Benatia, qui était à l'époque à Marseille, Ismaël Sarr, qui est encore à Watford, d'accord, et Doucouré, qui m'a suivi à Rennes, à Watford et à Everton. Everton après. Okay. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous êtes responsable de cette cellule de recrutement déjà? Non. Je suis responsable du territoire français plus de la Colombie. D'accord. Et en fait, voilà. Vous êtes 8 en tout et les 7 autres sont sur d'autres territoires. Sur d'autres territoires et avec un pays américain en plus. D'accord. Et comment ça se... Pour l'Argentine, le Brésil. Alors, peut-être qu'on peut en parler. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment s'organise cette cellule-là? Est-ce que parfois ça tourne? Je ne sais pas si t'entends, pardon, je te coupe. Je ne sais pas si t'entends qu'il y a une micro-coupure encore. Malheureusement, je crois qu'on a un petit peu perdu. Ouais. C'est le retour. Vas-y, ok, je t'en prie. Alors, non, j'allais vous dire comment ça se passe à ce moment-là. Est-ce que parfois ça tourne? Vous tournez de secteur? Est-ce que vous restez plutôt sur les mêmes zones? Combien de fois vous voyez les joueurs, etc., avant de les conseiller ou pas? Dans ce dispositif-là, on ne tournait pas. On restait chacun sur son territoire. Donc après, c'était proposer des joueurs en fonction des profils des 3 clubs. Mais c'est là que c'est plus embêtant. Parce que quand vous êtes sur 3 clubs, en Espagne, ce n'est pas les mêmes joueurs qu'en Angleterre ou qu'en Italie. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est des projets de jeu différents, hein, des philosophies de jeu différentes. Mince. Encore embêté par la connexion. Les caractéristiques des joueurs ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut avoir un éventail de joueurs plus large que si vous travaillez que pour un seul club. Complètement. Ça, c'est la direction sportive du coup qui vous évoquait les profils recherchés. C'est un responsable de recrutement. Comment ça s'articule exactement? Vous allez rigoler. C'est le président du club, Gino Pozzo, qui décide. D'accord. Ok. Et qui mettait les joueurs dans un club, dans un autre, en fonction des besoins du club. On recrutait des joueurs, mais on ne savait jamais où ils allaient jouer. D'accord. Ah, c'est particulier. Ouais. C'est une bonne réflexion de Ryan. Effectivement, peut-être que si Michel désactive sa caméra, c'est peut-être mieux. On a peut-être une résolution à ce problème. Si vous désactivez votre caméra, Michel, peut-être que ça fonctionnera mieux. Alors, normalement, vous avez en haut un 5 boutons verts avec normalement la possibilité de mettre votre vidéo en off. Je ne sais pas si vous l'avez. 5 boutons verts? Normalement, en haut de votre écran, vous devez avoir ça peut-être. Ou un bouton qui vous permet de désactiver la caméra. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Hein. On va terminer comme ça, pas de souci. Bon, on va espérer, on va croiser les doigts pour qu'on coupe le moins possible. Exactement, pour qu'on n'ait plus trop de soucis. Voilà. Donc c'était le président qui vous disait on a besoin de tel joueur. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est lui qui menait toutes les négociations financières avec les agents, avec les. D'accord. Voilà. Il passait 24 heures sur 24 sur le foot. C'est un passionné. C'est un passionné de foot. Et du trading. Et déjà. D'accord. Du trading. Ok. Normalement, j'aurais dû continuer mon aventure avec lui. Sauf que sur un joueur, pour ne pas le nommer Doucouré, on a eu un gros problème. C'est que quand on l'a fait signer, le président m'avait dit que le joueur. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais, c'est possible. Allô? À nouveau, on vous a retrouvé, c'est bon. Donc le président avait dit le joueur, pas de problème, il vient en janvier, il joue à Watford. Sauf que
quand Abdoulaye est arrivé à Watford, on lui a dit non, ne défais pas tes valises, tu vas jouer à Granada. Ok. Moi, j'ai eu. Le joueur m'a appelé, il me dit Michel, je ne comprends pas, je venais pour jouer à Watford et je me retrouve à Granada. Moi, c'est pas possible. Donc, en fait, je dis écoutez, président, moi, je ne peux pas. J'ai une morale, je dis certaines choses à un joueur, qu'il allait jouer à Watford, c'est pas pour qu'il aille à Granada. Je dis écoutez, on va se séparer parce que moi, voilà. Donc, j'ai rompu mon contrat. Et puis, voilà, tout simplement. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que je travaillais pour eux, j'allais voir souvent jouer Riyad Mahrez, qui jouait au Havre à l'époque. Et à chaque fois que j'allais voir les matchs, il y avait le directeur sportif de Leicester qui était là-bas. Et un jour, il a eu un problème de voiture pour rentrer à Paris. Il m'a demandé si je pouvais le ramener à Paris. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de problème, j'habite à côté de Roissy et je vous laisse en Roissy. C'est bon, quoi. Et puis, voilà. Donc, au mois de mai, je ne sais pas comment il a su que je n'étais plus à Watford. Il arrivait à Everton et il m'a appelé, il m'a dit Michel, voilà, est-ce que tu peux pas venir travailler pour moi à Everton? Et c'est comme ça que je suis atterri à Everton. Et il y a eu un laps de temps de combien de temps, du coup, entre le moment où vous avez quitté le groupe et… 3 mois. Ok. 3 mois. Ok. Là, on est à quel moment en quelle année pour resituer un peu les faits dans la j'étais à Watford de 2009 à 2016. Ok. Et depuis 2016, je suis. D'accord, ok. D'accord. Donc on est en 2016, d'accord, ok. Voilà, on est en 2016. Pour l'anecdote, les Italiens ne trouvaient pas Riyad Mahrez suffisamment fort pour jouer à Udinese. Ok. C'est une anecdote. Voilà. Donc c'est une question de sensibilité footballistique, ça, après. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis retrouvé à Everton. Donc, je suis resté, parce que j'ai fini le 30 juin, donc je peux le dire maintenant, j'étais à Everton 7 saisons. D'accord. 11 entraîneurs, 3 directeurs sportifs. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et ça explique peut-être toutes les difficultés de ce club. De ces derniers temps, ouais. Voilà. Donc, j'étais en fin de contrat au 30 juin. J'avais trop de divergences de vues avec le secteur sportif du club et j'ai préféré ne pas renouveler mon contrat chez eux. Vous avez toujours été pour Everton au même poste de responsable recrutement pour la France? Oui, sauf que j'avais pu embaucher une personne qui travaillait sous mes directives pour le recrutement des jeunes. Ok, d'accord, ok. Parce que je leur avais expliqué, moi, au bout de 2 saisons, qu'en France, vu les horaires des matchs, des jeunes, des pros, je ne pouvais pas faire les pros qui m'occupaient, puisqu'il y a des matchs le lundi soir en pro, il y a les Coupes d'Europe mardi, mercredi, jeudi, vendredi le national, samedi la Ligue 2. C'était injouable de faire les jeunes en plus. Quoi. Non, bien sûr. Donc ils m'ont permis et m'ont laissé choisir une personne pour s'occuper du recrutement des jeunes pour Everton en France. Mais alors, concrètement, pour que les gens du coup puissent bien se situer et bien comprendre, là, pour reprendre votre dernière expérience, concrètement, de manière très bête, mais une semaine type d'un scout à Everton, du lundi minuit 01 au dimanche 23h59, c'est quoi vos missions quotidiennes? Est-ce que vous travaillez sur des outils précis, des bases de données précises? Comment vous rythmez finalement votre semaine? Alors, une semaine, déjà lundi, généralement, soit je reviens de mes déplacements, oui. Soit c'est mon jour off. D'accord. Voilà. Donc, et ça me permet de réfléchir à tout ce que j'ai vu dans le week-end, par exemple, pour mettre mes idées bien au clair avant de faire mon boulot. Voilà. Donc, le mardi matin, généralement, je me mets devant mon ordinateur et à l'aide de logiciels que les clubs ont. Alors, il y en a différents. Il y en a qui travaillent avec ISF, d'autres avec Scout Static. J'ai mon rapport à faire. Donc, il faut savoir qu'il faut que je le fasse en anglais. Donc, ça me prend un peu plus de temps. Je l'avoue franchement encore maintenant. D'accord. Que si je le faisais directement français. Parce que quand je vais voir un match, j'arrive pas à… On va y arriver.
On va y arriver. On a une petite coupure. C'est bon. Ouais. Vous êtes Donc, revenu. je vous dis, j'arrive pas à prendre mes notes directement en anglais quand D'accord. je vais voir un match. Donc après le mardi, toute la journée est consacrée à l'écriture de mes rapports sur les joueurs que j'ai vus souvent dans le week-end. Et sachant que j'ai préparé mon planning et soumis au club 15 jours à l'avance. Ok. C'est-à-dire que je prévois tous mes déplacements en essayant d'être assez logique, de faire des matchs dans la même région. Mhm. C'est-à-dire que si je peux faire la Bretagne, Rennes, Lorient, Guingamp, Nantes sur le même week-end, je me débrouille pour pouvoir le faire. Voilà. Ok. Après, j'ai une particularité, moi, c'est que je souhaite voir une équipe 2 fois de suite. D'accord. C'est-à-dire que je voudrais voir, par exemple, Rennes chez eux, et tout de suite, la semaine derrière, Rennes à l'extérieur. À l'extérieur, ouais, pour voir le comportement du joueur On va en voir le question. comportement des joueurs sur une semaine d'écart, à domicile et à l'extérieur. Sachant aussi que le coach peut changer tactiquement en fonction de quand il joue à domicile et à l'extérieur. Ça donne beaucoup plus de renseignements. Donc le mardi, mercredi, jeudi, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, je travaille sur tous mes rapports de match que j'ai à faire en fonction de ce que j'ai vu dans le week-end ou de vendredi, samedi, dimanche et lundi soir si j'étais voir un match le lundi soir. Mais c'est très difficile d'avoir une semaine type. Oui, Est-ce je me dis bien. que vous êtes libre, alors vous étiez libre à Everton des matchs que vous alliez voir? C'est vous qui faites des propositions? C'est le club qui insiste? Alors, quand je signais mes contrats, je demandais expressément de pouvoir bâtir moi-même mes programmes. Et celui de la personne qui s'occupait des jeunes aussi. D'accord. C'est moi qui bâtissais et qui soumettais 15 jours à l'avance mon programme au club, D'accord. qui m'a jamais refusé mon programme sur les 7 dernières saisons. Ils m'ont jamais dit non. Donc, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Parce qu'il faut organiser ses déplacements. Si vous devez prendre des trains, réserver des hôtels, le club doit demander des invitations au club. Bien sûr. Donc, il faut 15 jours à l'avance, je savais ce que je faisais en fait du vendredi soir, souvent au lundi soir. Après, il y a une journée qui ensuite est destinée à la rédaction des rapports, c'est ça? C'est le mardi? Le mardi et le mercredi, généralement. D'accord. Le mardi et le mercredi, sachant qu'en début de saison, ça me prend plus de temps. Parce qu'en début de saison, alors, c'est pareil, il faut différencier certaines périodes de la saison sur l'activité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que du démarrage du championnat au mois d'août jusqu'à à peu près la trêve internationale d'octobre, je me débrouille à voir toutes les équipes de Ligue 1, en tout cas, 2 fois. Une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Après le 15 octobre, le club a déjà une idée des manques qu'il y a dans l'effectif. Donc là, il demande plus précisément d'aller chercher certains postes et certains profils de joueurs. Donc moi, du 15 octobre, souvent au mois de décembre, je vais voir que des joueurs que j'ai vus dans la première partie de saison et qui ont le profil et qui occupent les postes que le club m'a demandé de voir. Et donc là, on affine un peu les rapports, sortir des images sur ces joueurs-là d'une manière beaucoup plus précise. Comment ça? J'aimerais rebondir là sur. Vous parlez des images. Comment ça a évolué entre les années 2020 où toute l'image est disponible et on va dire 1999 où il n'y a pas forcément la même visibilité et les mêmes images pour tous les championnats de la planète? Alors pour vous dire, quand j'étais au PSG, on avait la chance d'être sous l'égide Canal. Okay. Donc on avait beaucoup d'images, contrairement à d'autres clubs. Okay. Et je me déplaçais à chaque match avec un caméraman. Ok. D'accord. On demandait autorisation au club pour qu'il se poste à un endroit et il pouvait filmer la totalité du terrain. Mais alors, par exemple, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que quand vous étiez à Lille, vous aviez recruté un buteur en Australie, je ne dis pas de bêtises. Parce que l'Australie était venue en stage en France pour préparer les JO qui avaient lieu en Australie. Okay. J'étais en vacances dans le même
comme moi, la plage, je m'en fous. Je savais que l'Australie était en stage là-bas. J'allais voir les entraînements et des matchs amicaux que faisait l'Australie. Et ce joueur-là, premier match, il joue une DH, il marque 5 buts. 3 jours après, il joue une Ligue 2, il marque 4 buts. Et la semaine d'après, il joue une Ligue 1, il marque encore 3 buts. Donc, forcément, c'est un buteur. Voilà. Donc ça, c'est un joueur que vous avez observé 3 fois ou c'est juste des exemples que vous nous donnez? C'est un exemple. C'est ça, d'accord. Mais parce que sinon, si vous ne l'aviez pas vu là, par un concours de circonstances, est-ce que à ce moment-là, il existait une base de données vidéo qui permette de le voir? Non, du tout. D'accord. Du tout. Pas forcément vidéo, est-ce qu'il y avait une base de données qui retraçait les joueurs des championnats, les performances, les buts, les stats? Du tout. Il n'existait rien. D'accord. Il n'existait rien. C'est ce qui a transformé le métier. Hein. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'était moi, je vous dis, à l'époque, donc, quand j'étais au PSG, donc c'est les années 2000, d'accord, 2000-2002, il n'y avait aucune image. Ok. Et je ne sais pas si ça. Non, malheureusement, on est coupé. On a eu quelques minutes de répit, on a été coupé à nouveau. Mais oui, c'est vrai que ça a tellement évolué depuis le temps. Est-ce qu'on a perdu? C'est bon, ça y est. Donc, je veux dire, en 2000-2002, il n'y avait encore rien. Quoi. Et nous, on avait la chance d'être on était Canal, donc on avait les images de pratiquement tous les matchs quand même. Quoi. Mais donc, par exemple, comment ça se passe? Je reprends. Alors, pas l'exemple du PSG, parce que j'ai bien compris qu'à ce moment-là, vous avez quand même des images. Mais si on reprend l'exemple du buteur australien, quand vous arrivez auprès du directeur sportif en parlant de ce joueur-là, est-ce que lui, derrière, il a pu aller le voir jouer, quelqu'un d'autre a pu confirmer ce que vous aviez dit, ou est-ce qu'il finalement, il se base en vous faisant complètement confiance à ce moment-là? Si vous êtes dans une cellule, généralement, il y a une ou deux autres personnes qui vont aller voir le joueur. Si ce n'est pas le cas, c'est le directeur sportif qui vient avec moi voir le joueur. Et donc, sachant que moi, je ne porte pas de jugement et je ne le propose pas le joueur au club tant que je n'ai pas vu 3 fois le joueur à domicile et 3 fois le joueur à l'extérieur. Mais c'est mes règles à moi. Hein. Elles valent ce qu'elles valent. Mais est-ce qu'il y a une vérité absolue un peu là-dedans? Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète sur tous les recruteurs? Je vais vous dire une chose. J'ai 70 ans. Il n'y a aucune vérité dans le foot. Okay. Aucune. Et à 70 ans, j'en apprends encore tous les jours. Parce que ça va très vite et il y a d'autres outils, il y a plein de choses qui font que, voilà. Mais moi, en tout cas, une chose est certaine, c'est que les bases de données, les vidéos, ce ne sont que des compléments d'information pour moi. Ce ne sont pas ce qui va me faire décider si je prends ou si je propose un joueur à un club. Je me fie avant tout à ma présence au stade, à mes yeux et à mon nez et à mon réseau. Voilà. Bien sûr. Alors, moi, j'ai 2 questions qui se rejoignent un peu. C'est trop de questions. C'est trop de questions. La première question, alors je vous pose les deux, je vous laisse répondre. La première question, c'est qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est impératif d'être au stade? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez au stade que vous ne pouvez pas voir via un logiciel comme Scout ou quelque chose comme ça? Ouais. La deuxième, donc elle est liée. Vous avez dit que vous voyez le joueur à chaque fois 3 fois à domicile, 3 fois à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Quel est le but? Est-ce qu'avec ces 6 matchs, vous parvenez à détecter quelque chose en particulier ou pas? Donc déjà, pour votre première question, c'est de dire, quand vous êtes au stade, vous avez une vue globale du terrain. D'accord? Donc moi, si je vais voir un latéral gauche et que l'équipe domine sans arrêt et que le ballon est sans arrêt dans l'autre moitié de terrain et que vous ne le voyez pratiquement pas, quel intérêt? Parce que moi, je veux voir ce qu'il fait. L'équipe n'a pas le ballon. Qu'est-ce qu'il fait pendant que l'équipe n'a pas le ballon? Est-ce qu'il est intelligent dans son placement? Est-ce qu'il va apporter quelque chose? Est-ce que... Voilà, il y a plein de choses. C'est même chose par rapport à une data sur le même joueur. On me dit, le joueur, il a couru 20 km. C'est bien 20 km. Mais s'il a couru 19 n'importe où, quel est l'intérêt de cette stat? Bien sûr. Quel est l'intérêt de cette stat? Moi, je préfère un joueur qui va peut-être courir un peu moins,
d'accord, peut-être un peu moins vite, mais qui va avoir des déplacements au moment où il faut et où il faut. C'est pour ça que je tiens, moi, avant tout à une observation visuelle. Et après, quand j'ai une hésitation sur certains critères, je vais consulter les datas que chaque club a à sa disposition ou qui utilise ou qui a son propre logiciel de data. Voilà. Même chose pour une vidéo. Si sur un match, j'ai des doutes sur certaines choses concernant le joueur, je vais sortir de Wisecout ses actions et je vais regarder si ça correspond vraiment à ce que j'ai vu ou si finalement j'avais raison d'être dans le doute. Voilà. Mais pour rebondir là-dessus, on parle de data et de méthode de fonctionnement finalement des clubs. Je prends l'exemple de Toulouse. Toulouse, on sait qu'il fonctionne énormément avec la data. Ouais. Pour reprendre le système du scouting global en France, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la manière de travailler en France dans le scouting et par exemple en Angleterre avec votre recul? Est-ce que vous avez vu des différences, je ne sais pas, en termes de moyens mis en place, en termes de méthode de travail? Est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales? En tout cas, moi je peux parler que pour les Anglais. Les Anglais étaient en avance sur nous. Okay. C'est-à-dire qu'il y a depuis bien plus longtemps qu'ils ont ce système de data, aussi bien athlétique, tactique, ce que vous voulez, bien avant nous. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans d'avance. Maintenant, on a égalité. Hein. On a les mêmes choses qu'eux, on est capable de voir les mêmes choses, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a un certain temps, ils étaient en avance sur nous. Et maintenant, voilà. Après, c'est là que le métier a complètement changé. Le métier a complètement changé. Quand je vois les jeunes scouts qui arrivent dans les clubs, leur manière de travailler est totalement différente de la mienne. Un exemple, moi j'ai toujours mon stylo et mon cahier, et eux, ils écrivent tout sur leur téléphone. Voilà. Ça, c'est déjà énorme, quoi. Eux ne se parlent pas entre eux, moi je parle à tout le monde. Moi, je m'en fous qu'ils se disent, il ne faut pas qu'on sache quel joueur on est venu voir, quoi que ce soit. Mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, je suis dans un club, toi, tu es dans un autre. Moi, j'ai un budget, toi, tu en as un autre. Tu cherches tel profil de joueur, moi, je cherche un autre. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on discute sur un joueur? Ça fait rien, quoi. Moi, je m'en fous de discuter, de dire que je trouve ce joueur intéressant pour telle ou telle raison. Alors que dans la nouvelle génération, ils ne se parlent pas entre eux. Moi, je me rappelle, moi, j'ai couvert des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde. On partait 10 ou 12 scouts français. On se débrouillait même dans le même hôtel. On mangeait ensemble. On jouait au foot ensemble. On jouait au tennis. On faisait des choses ensemble. Maintenant, c'est fini ça. Hein. Ils ne se parlent plus. Je trouve ça dramatique. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de génération forcément, mais d'importance maintenant des réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une importance là-dessus? La moindre information peut fuiter sur une phrase qu'on entend dans le couloir. Ça va être donc, à faire comme moi, ils se mettent sur aucun réseau social, ils sont tranquilles. Si c'est possible. Après, il n'y a pas de vérité absolue, comme vous disiez. Hein. Chacun travaille comme il veut. Exactement. Mais globalement, ce que j'entends de votre discours, c'est qu'il y a du bon de tous les côtés. Oui, mais bien sûr. Votre manière de travailler il y a quelques années, il y a du bon de maintenant aussi. Il faut juste que chacun puisse réussir à prendre le bon de. Voilà. Le tout, c'est d'amener le bon joueur au moindre coût dans le club. Oui. C'est un peu le principe. Après, quelle que soit la manière, voilà, il faut que le club pour lequel vous travaillez, il soit content de ce que vous faites et que vous ameniez des joueurs qui correspondent à ce que le club attend et qui, si possible, ne coûtent le moins cher possible pour être vendus le moins possible. Ce qui va arriver avec Amadou Onana, le dernier joueur que j'ai fait signer à Everton. Donc, en fait, si je résume un peu votre parcours, vous êtes clairement formé sur le tas, finalement. Totalement. C'est l'objectif de devenir totalement. Totalement. Et c'est un travail d'accompagnement, justement, d'échange que vous avez avec les acteurs du métier, notamment Pierre Drey aussi, que vous mentionniez, qui a fait que vous êtes arrivé là où vous êtes. L'avantage que j'ai aussi, c'est que j'ai une fonction à la Fédération française de foot qui me permet de rencontrer beaucoup d'entraîneurs et leur avis pour moi sur un joueur compte plus que beaucoup d'autres, que par exemple l'avis d'un agent sur son joueur, parce que c'est tous les meilleurs, bien sûr, c'est leurs joueurs, c'est les meilleurs, voilà, c'est logique. Donc j'ai un réseau très étendu au niveau des entraîneurs français, et ça me permet de pouvoir les interroger d'une manière assez
avoir une vérité quand j'ai des doutes, surtout pour connaître l'homme, le joueur, c'est assez facile. On peut avoir des éléments, mais pour connaître l'homme, c'est plus compliqué. Complètement. Donc, je ne demande surtout pas ça à l'agent, parce que l'agent dit non, moi j'ai que des bons mecs, ils sont sérieux, ils sortent pas, ils boivent pas, ils se préparent bien, ils dorment bien. Mais la vie de l'entraîneur, il peut être totalement différent. Bien sûr. Et est-ce que vous allez aussi, alors c'est peut-être pas possible, mais aller directement auprès des joueurs aussi, des coéquipiers du joueur que vous allez observer pour essayer aussi d'avoir des infos. Quand je connais un joueur, par exemple, dans un club, et que je suis intéressé par un joueur de ce club, j'essaye d'avoir des informations par ce joueur. C'est intéressant. C'est un problème de réseau. Voilà, et il faut avoir le maximum d'informations parce qu'en fait, un scout, il doit être réducteur d'erreurs. Voilà. Pour moi, si j'avais un mot pour ma fonction, c'est réduire au maximum les risques d'erreur dans le recrutement. J'en ai fait. Mais il vaut mieux que la balance. Voilà. Je donne un exemple. Une année à Rennes, j'ai pris un Uruguayen. Et heureusement que la même saison, j'ai fait Setch. Autrement. Pour contrebalancer un peu. Voilà. Donc, c'est un exemple. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui s'intéressent du coup à notre formation recruteur et qui nous demandent un peu de définir le métier de scout. Alors, on donne les axes globaux, c'est une méthodologie d'observation à avoir, une création de rapport de match, mais c'est aussi ce qu'on dit, c'est une détection de marge de progression. Donc, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est une réduction de marge d'erreur, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, on a un profil qui a ces qualités-là, ces compétences-là à un instant T, et qu'est-ce qu'il va donner d'ici 2, 3, 4 ans? C'est un peu ça. Et ça, il faut savoir quand même que le métier de scout de jeunes et celui je dirais, post-formation, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Bien sûr. C'est pas le même métier. Mais pour moi, il est important d'avoir fait les jeunes avant de faire le problème de la post-formation ou les pros derrière. Bien sûr, complètement. Pour moi, vous êtes mieux armé si vous avez fait les deux. On arrive un peu sur les dernières minutes puisqu'on devra arrêter à 19h50 si je ne dis pas de bêtises, Michel. Vous êtes très pris ensuite. Peut-être répondre à quelques petites questions avant de clôturer. Il y a une question intéressante de Hamza Belgassem qui demande est-ce que lorsque vous faites un rapport ou est-ce que quand vous allez voir un match, est-ce que vous signalez tous les joueurs? On a été coupé, hein. Je ne vous ai pas entendu, Kevin. Ok, alors je reprends. Je disais, on va répondre à quelques petites questions très rapidement avant de devoir clôturer vers 19h50. Est-ce que on a Hamza Belgassem qui nous demande est-ce que vous signalez tous les joueurs lors d'un rapport? Est-ce que vous les notez tous? Est-ce que vous avez une prise de notes sur tous? Ou alors seulement ceux qui ressortent du lot? Je travaille sur tous les joueurs au début de saison. C'est-à-dire du mois d'août je fais un rapport sur tous les joueurs, sur les 11 titulaires de chaque équipe. Et après, je fais que les joueurs que le club, le profil que des joueurs que j'ai vus, mais à ce moment-là, j'affine le nombre de joueurs. Souvent, on passe après à 3 ou 4 par équipe, seulement. D'accord. Et au début, ça fait quand même du coup des rapports assez conséquents. Vous notez les joueurs sur des critères, sur des facteurs de performance en particulier, par rapport à ce que Everton recherche. Ça doit faire quand même des pages assez importantes. Non, ça fait. Tous les joueurs réunis, oui, ça fait des pages importantes. Mais sur un joueur, non. Moi, je divise mon rapport en 5 physique, technique, tactique, mental et un verdict que je donne. Voilà. D'accord. Et après, c'est affiné sur les mêmes critères, mais sur des joueurs bien précis. Il y a une question aussi de Ryan Bensenoussi qui demandait tout à l'heure, lors de votre passage du coup sur le groupuscule avec Watford, Udinese et Granada, concrètement sur quels critères, et ça rejoint un peu la question de Kevin aussi, vous vous basez sur quels critères pour proposer un joueur, parce que foncièrement vous ne saviez pas forcément vers quel club il allait être destiné. Donc comment vous basiez cette observation-là? Eh ben, simplement sur le fait, le joueur, c'est un bon joueur ou c'est pas un bon joueur. Après, comme je ne savais pas où il irait, la panoplie
des joueurs à regarder était plus importante. Oui, forcément, oui, bien sûr. Mais je n'avais pas de critères bien définis à l'époque, puisque je ne savais pas où ils allaient, quoi. Voilà. Ouais, ok, J'aurais pu, s'il y avait un club allemand, voilà, je regardais les mêmes joueurs, mais que des bons joueurs. Voilà, que des bons joueurs qui avaient le profil pour jouer en première ligue, en Liga ou dans le Calcio, quoi. Voilà. Et vous aviez des consignes précises en amont en vous disant on veut, je sais pas, une tranche d'âge précise ou c'était ça allait de 16 à 40 ans. Alors, sur ce Watford Unies Granada, c'était directement post-formation, donc 18 ans, jusqu'à 22-23 ans. Parce que c'est un président, un propriétaire qui voulait faire du trader, donc il voulait que les joueurs puissent les revendre. Ça paraît logique. Voilà. Paraît logique. Ouais. Pour terminer, il nous reste 3-4 minutes avant de vous laisser, Michel, et de vous libérer à 19h50. Est-ce que vous auriez un conseil à tous nos aspirants, du coup, scouts, recruteurs, pour des gens qui se lancent, qui veulent réussir dans le métier? Est-ce que, je ne sais pas, il y aurait une qualité importante qui vous semble justement indispensable pour réussir dans ce métier-là? Voilà, un conseil de par votre expérience que vous pourriez donner à tous nos aspirants recruteurs. Alors, si j'avais un conseil à donner à chaque futur scout, c'est de rester humble dans son métier. D'écouter les autres, de bosser, de manger des matchs. Il faut manger des matchs. Il faut aimer le football, je crois. Voilà, il faut être passionné, parce que si vous n'êtes pas passionné, c'est compliqué. Et après, avant d'en vivre, c'est aussi là compliqué. Parce qu'il y a en France, il n'y a que 40 clubs pro. Il y a des clubs qui n'ont qu'un scout, voire 2 scouts. Donc, à la limite, tu vois, il y a 100 postes. Et quand je vois le nombre de jeunes scouts qui arrivent petit à petit sur le marché, c'est les plus passionnés, les plus bosseurs. Il ne faut pas avoir peur de dire je prends ma voiture, je vais là, j'ai une info, il faut que j'y aille. Voilà. Il faut. Ce qui n'est plus mon cas, mais quand on démarre dans cette profession et qu'on veut en faire son métier, il faut savoir que les places sont très chères et que c'est la passion et le travail qui fera la différence. Ouais, j'entends dans votre discours un peu le mot proactivité aussi. Voilà, c'est ça. Savoir ne pas dépendre des informations de quelqu'un. Et surtout, ne pas être à la merci des agents. Ouais. Je suis désolé de dire ça. Ils font partie par rapport au foot. Là, c'est normal. Mais c'est pas eux qui doivent être. Faites-vous vos propres idées, déjà. Après, c'est très subjectif, hein, parce que chacun a une sensibilité du foot. Bien sûr. Et là aussi. Moi, par exemple, un joueur qui techniquement n'est pas bon, c'est même pas la peine. S'il a que des qualités athlétiques, ça va même pas m'intéresser. Ok. Mais est-ce qu'on peut être, pour finir, je rebondis tout de suite là-dessus, est-ce qu'on peut être joueur professionnel et ne pas être bon techniquement? Oui. Sur quel aspect? Très rapidement, c'est intéressant. Il y a des joueurs qui ont des qualités athlétiques hors normes et qui vont réussir à combler leurs déficits techniques par une plus grande activité, par une plus grande présence dans les duels, voilà. Mais qui n'auront pas le bagage technique pour aller. Voilà. Par contre, ils auront des limites. Un jour ou l'autre, ils auront des limites. Ils ne pourront pas aller à un très haut niveau. Et pour moi, c'est plus facile de former athlétiquement un joueur que de former techniquement un joueur. Oui, ça paraît logique. Oui, le potentiel athlétique est plus facilement travaillable finalement que le potentiel technique. Ouais, voilà. Non, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein. Quand on a les pieds carrés, on a les pieds carrés. Oui, on a beau essayer de les limer. C'est très difficile. Voilà. Si on n'a pas enlevé les boîtes, on n'a pas enlevé les boîtes. Hein. C'est ça, exactement. Excusez-moi, mais voilà. Moi, quand un joueur sur le premier contrôle, le ballon part à 5 mètres, ça va être compliqué après pour moi que je le regarde très attentivement. Très compliqué. On termine là-dessus. Par exemple, ce type-là, vous voyez à la 2e minute de jeu, un joueur qui fait un mauvais contrôle, il passe à côté de votre rapport ou il a encore une chance de revenir sur. Il va falloir qu'il soit bon derrière.
il va falloir qu'il soit très bon derrière. Ok. Michel, 19h50, on respecte le timing. Merci à nouveau de vous rendu disponible. C'était hyper intéressant. Déjà pour nous. J'espère que j'aurai amené un. Oh punaise, coupé. C'est bon, on vous entend encore, rassurez-vous. Ouais, là, par contre, j'ai plus d'image, c'est ça? Vous êtes encore là. Si, on vous voit. On vous a retrouvé. D'accord. Donc, merci à nouveau. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et je souhaite bon courage et bonne formation. Et essayez de vous former le plus possible avec des personnes compétentes. Voilà. C'est gentil. En tout cas, merci à nouveau. On vous libère et puis au plaisir de pouvoir échanger avec vous prochainement.